2006, un effort que nous pouvons comparer aux différentes autres époques politiques, aux différents régimes, pour savoir ce que les uns et les autres ont fait. Alors, ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas de dire voici ce que nous avons fait, c'est de dire nous allons continuer de le faire, et voilà, disons, pour les 5 prochaines années, ou pour les 10 prochaines années, hein, si nous déconnectons cela, évidemment, des mandats, disons, politiques, sur les 20 prochaines années, voilà ce que nous espérons, hein, pour la politique de l'emploi dans notre pays. Oui, mais est-ce qu'il faut toujours continuer à avancer avec cette stratégie-là, alors qu'on a remarqué que, malgré les 3 axes stratégiques dont vous avez parlé tout à l'heure, concernant le président de la République, pour booster l'emploi des jeunes, sur les 120 000 environ jeunes demandeurs d'emploi qui viennent sur le marché, il n'y a que 3% qui trouvent quelque chose à faire. Vous avez parlé de la politique des grands travaux. Cette politique-là profite à qui? Est-ce qu'on donne réellement des emplois concrets à travers cette politique des grands travaux-là à ceux qui ont réellement besoin d'emploi, M. Abimbola? Très bien, c'est une question pertinente. Je voudrais juste corriger quelque chose. Vous avez parlé de 3%. 3%, c'est le taux d'employabilité. Ça veut dire quoi? C'est ceux qui, effectivement, peuvent être immédiatement, hein, disons, utilisables par un employeur après leurs études, quand ils viennent sur le marché du travail. Vous avez dit également qu'il y a le taux de sous-emploi qui est de 70%. Parfois, il peut atteindre 90%. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est ça qui fait que la question de l'emploi jusqu'à présent peut-être n'a pas été traitée avec toute l'importance jusqu'à ce que le chef de l'État actuel soit au pouvoir, avec toute l'importance que cela devrait avoir, parce que notre économie est faite de telle sorte, le sous-emploi est tellement important que nous avons toujours des petites activités. Les gens se débrouillent, comme on dit, dans notre pays. Donc les gens ne subissent pas, hein, de plein fouet, disons, ce problème de l'emploi, parce qu'on fait de petits jobs, on fait de petits trafics, disons, dans tous les sens du terme, et c'est ça qui permet aux uns aux autres, et la solidarité familiale, la solidarité, disons, communautaire, qui fait également que les gens qui sont touchés par le chômage, évidemment, arrivent à vivoter, hein, malgré tout. Mais ce que je voudrais dire, quand nous parlons des grands travaux, les grands travaux, le problème de l'emploi ne concerne pas seulement les bac plus 5, ou les bac plus 2, ou les bac plus 3, ou les bac plus 20. Ça concerne toutes les couches de la population béninoise. Ça concerne beaucoup plus la ruralité d'ailleurs que le béninois urbain. Ça concerne beaucoup plus, disons, le pauvre, qui n'a pas forcément, disons, une formation universitaire. Donc, tout à l'heure, M. Omeki a dit effectivement qu'ils ont segmenté. Il a parlé, disons, d'un des segments. Mais ce que je veux dire, quand il y a une politique des grands travaux, ça touche massivement la population. Peut-être qu'effectivement, celui qui a fait communication, hein, je donne cet exemple-là, aura du mal peut-être à se faire embaucher sur un chantier. Bon, ou s'il se fait embaucher, il va se faire embaucher dans les bureaux, il y aura un emploi ou deux. Tandis que le maçon, le menuisier, les métiers, les vrais métiers, disons, tous ces métiers-là auront, disons, des emplois, bien évidemment. Bref, c'est pour vous dire que quand nous parlons de la question de l'emploi, faisons attention. Nous, parce que nous avons eu la chance d'aller à l'université, nous sommes, disons, des citadins, faisons attention de ne pas réduire ça à la problématique des étudiants ou des jeunes diplômés. Uniquement, évidemment, les jeunes diplômés sont concernés, et c'est avec acuité. Mais nous ne pouvons pas réduire ça seulement à cela. Donc, pour vous dire que nous ne pouvons pas minimiser cette politique des grands travaux qui a un... y venir tout à l'heure, si vous le voulez bien. Je voudrais donner quelques informations importantes. Il faut savoir que nous avons quand même 95%, ça a été dit tout à l'heure dans l'élément, 95% de la population active qui est dans le secteur informel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour résoudre également le problème de l'emploi, il faut toutes les mesures, toutes les pour formaliser informel dans notre pays. Les réformes-là sont importantes pour que moi qui suis dans un emploi informel et qui officiellement dit je n'ai pas d'emploi, demain être déclaré par mon employeur qui m'utilise pour que désormais je veux dire ce qu'il est pour qu'on ait une vraie... Parce que vous avez vu sur vos chiffres, vous avez annoncé 7% de chômage. Dans l'élément, nous sommes allés de 3%
en glissement jusqu'à 0,74%. Moi, j'ai ici des chiffres d'à peu près 2,1%. Vous voyez déjà la difficulté que nous avons à appréhender le phénomène. Parce que, de façon claire, on ne sait pas de qui nous sommes en train de parler. Bien. Alors, toujours pour continuer sur les chiffres, pour pouvoir bien illustrer de quoi nous parlons, seulement 2% de la population active est dans le secteur formel privé. 2% de la population formel privé. Pays développés, vous devriez avoir un taux justement de... Voici un vrai problème. Nous avons 3% de la population active qui est dans le définition formelle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les emplois dans le public sont plus importants officiellement que les emplois dans le privé. Donc voilà une vraie problématique qu'il faut régler. Nous avons, et je vais donner des chiffres, nous avons seulement 10% de ces 5%, c'est-à-dire vous prenez les 3% du secteur formel privé, les 2% pardon, du secteur formel privé, les 3% du secteur public, vous avez seulement 10% de ces 5% qui sont dans le secteur secondaire, c'est-à-dire dans l'industrie, là où on doit pouvoir créer massivement des emplois. C'est pour vous dire que ce qu'il y a à faire, c'est un vrai défi pour notre économie. Il faut que nous puissions transformer notre pays, transformer notre économie. Ça va être informel ou formel. Ça va déjà nous donner une meilleure idée de ce qui se passe. Il faut que nous puissions régler le problème, disons, de la ruralité. Le gouvernement a mis en place un pour pouvoir insérer les jeunes dans l'agriculture, dans les différentes vallées. On le souhaitait. Donc là, vous voyez de façon concrète de la lutte, le problème de l'emploi. Et notoirement les femmes rurales par ce phénomène. Et, on va y venir également tout à l'heure, les microcrédits ont permis, un tant soit peu également, de résorber ce problème. Voilà, mais le fait est quoi? Vous avez diagnostiqué les mêmes problèmes que tout. Aujourd'hui, vous êtes là, vous représentez la mouvance présidentielle. Ce que nous voulons à travers ce débat, c'est qu'est-ce que vous proposez très prochainement pour juguler tous ces problèmes-là que nous avons identifiés. Je voudrais évoquer la lutte contre l'informel que le pouvoir en place a initié dans le... Et aussi la politique des vallées. Ça devient stratégique. On peut le dire que l'exécutif avait entré comme cheval de bataille. Alors, d'abord, très rapidement, il s'agit de la valorisation des vallées. Je disais que grâce au programme spécial d'insertion des jeunes dans l'agriculture, où le gouvernement met à la disposition des jeunes, à travers ce programme des terres, des semences et des équipements, un certain nombre de jeunes ont été touchés, ont été installés dans les différentes vallées du Niger, du Mono, de l'Ouémé. 2000 jeunes directement concernés. Je disais également près de 10 000 jeunes qui sont concernés au projet d'insertion des jeunes dans l'agriculture en ville. Vous avez des jeunes qui sont installés autour du barrage de Bétérou pour le maraîchage. Donc il y a un certain nombre de projets, de programmes qui prennent en compte 1000, 2000, 5000, voire 10 000 jeunes. Mais nous disons, chaque fois il reste encore beaucoup à faire. C'est que nous avons une masse d'à peu près 100 000 primo-demandeurs d'emploi par an. Donc, on ne peut pas créer tous les ans des programmes pour effectivement absorber l'ensemble. Mais il est important d'insister sur le fait que cela a été fait et que cela a permis un tant soit peu de résorber, disons, ces emplois, surtout en milieu rural. En ce qui concerne l'aspect de notre économie, l'aspect informel, puisque j'espère que la structure même de cette économie, où nous avons, je disais, 95% de la population active qui en fait le secteur informel. Il est évident que si on pouvait par une disons tout cet informel en formel, d'autres chiffres
effectivement qu'il y a tous les ans une absorption importante des primo-demandeurs d'emploi. Puisque celui qui fait ses petites activités en aidant sa petite mère, celui qui va faire, disons, le trafic de l'essence frelatée, il est occupé en attendant. Mais, effectivement, il n'est pas conscient. Donc, que doit faire le gouvernement? Le gouvernement a essayé dès le début de lutter contre l'informel dans un certain nombre de secteurs. Mais le gouvernement béninois ne peut pas faire la guerre à sa population. On a vu qu'il y avait des résistances, qu'il y avait des inerties. On a vu que certains hommes politiques pouvaient se saisir de ces questions-là pour pouvoir appeler le mécontentement des populations contre le gouvernement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le gouvernement ne va pas gouverner contre sa population. Donc je pense que c'est des questions sur lesquelles les hommes politiques au Bénin devraient se réunir juste pour dire ces questions-là, c'est des questions centrales. Nous devons nous entendre pour apporter des solutions. Quel que soit l'homme politique qui va s'aviser de dire je vais bille en tête résoudre ce problème manu militari, il y aura nécessairement des difficultés, à moins de se dire pour 6 mois, je suis au pouvoir pour 1 an. Nous sommes des politiques, dire de façon très simple. Donc nous devons tous ensemble, que ce soit les courants politiques, pour dire qu'il faut qu'on règle le problème, effectivement, de la force de notre économie. Merci, monsieur, de revenir à aux amis téléspectateurs qui viennent à l'instant de nous rejoindre, que nous parlons de la politique de l'emploi pour les jeunes à partir de 2011, et nous recevons monsieur Jean-Michel Abi et monsieur de ABT 2011. Monsieur Osmar Omeki, ABT 2011, comment est-ce que vous analysez, comment ces sujets-là, ces axes stratégiques pour 11 effectivement quand même arriver à permettre à les aspects que l'informel et la vallée, la politique des vallées, lorsqu'on essaie de s'intéresser à l'agriculture. Alors merci. Très rapidement, avant de répondre à votre question, je voudrais réagir à tout ce que mon frère a dit. De choses qu'il me semble important de relever quand même. Alors déjà, je voudrais vous rassurer, chers amis, le projet de société du candidat, vous l'aurez très très bientôt, dans quelques heures, et vous pourrez vous en inspirer pour discuter valablement, puisque vous avez souhaité avoir un document concret. Mais ce que je dis ici est tout à fait vrai. C'est vrai que, comme je l'ai dit, je ne suis pas autorisé à le révéler entièrement, mais c'est tout à fait vrai, surtout pour ce qui concerne la question de l'emploi des jeunes, dont j'essaye de brosser un peu l'aperçu global. Alors, et cet agenda justement du président Biochane, je voudrais vous rassurer, il intègre les priorités de tout le monde, et ce n'est pas une compilation d'illusions, mais ce sont des priorités de chaque segment. Et vraiment, nous savons ce que nous faisons. Alors, moi, lorsque j'écoute mon frère, j'ai l'impression que je suis en face d'un candidat aux prochaines élections, parce que je l'entends dire il faut que nous fassions ceci, il faut que nous fassions cela. Mais moi, je pense que nous qui sommes là aujourd'hui, membres du groupe ABT, nous sommes autorisés à parler au futur. À dire ce que nous comptons faire, mais ceux que nous avons observés pendant bientôt 5 ans doivent pouvoir parler au passé composé et nous dire voici ce que nous avons déjà fait, voici ce que nous avons déjà fait. Donc je souhaite qu'au-delà de tout ce que vous pensez pouvoir faire, qu'on discute déjà de ce qui a été fait. Alors la transformation de l'informel en formel ne se fera pas par une baguette magique. Ça se fait par une méthode qui implique tous les acteurs et qui leur offre des facilités.